Bonjour à tous, c'est encore le docteur VRV. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass où nous allons parler du diagramme enthalpique. Sans plus attendre, comme d'habitude, je vous partage mon écran. Mais déjà, il faut liker, partager et surtout, la communauté doit s'agrandir comme vous le savez toujours. Ça, c'est le diagramme que je vous présente souvent lorsque je vous explique les évolutions dans l'évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. C'est ce qu'on appelle le diagramme enthalpique. Mais ce que vous voyez à l'écran n'est qu'une version simplifiée. Parce que je me dis que si je vous montre la vraie version du diagramme, ce sera carrément pas compréhensible. La preuve, regardez. Voilà le diagramme enthalpique. Et le diagramme enthalpique, comme ça, varie d'un fluide à un autre. Ici, on a le diagramme du R134A. C'est le diagramme qui nous permet de tracer les différentes courbes de fonctionnement d'un circuit frigorifique. Or, vu comme ça, c'est carrément rocambolesque, trop de courbes, trop de trucs bizarres, qui fait quoi, et c'est quoi le rôle de tel ou tel autre élément. C'est pourquoi le plus souvent, je vous simplifie ça comme ça, en traçant uniquement ces courbes-ci. Mais maintenant, comme vous demandez les différents éléments et comme vous avez oublié, on va faire un petit rappel mémoire. Le premier élément que vous devez comprendre, c'est qu'il y a cette courbe qui est appelée encore la courbe de saturation. Au sommet à gauche, c'est la courbe liquide, la courbe de saturation liquide. Du sommet jusqu'à la droite, c'est la courbe de saturation vapeur. Ça veut dire que tout ce qui se trouve au-dessus de la courbe de la zone de la courbe de saturation liquide, c'est liquide. Tout ce qui est dans la courbe saturation liquide et saturation vapeur, tout ce qui est dans cette zone est un mélange liquide plus vapeur. Et tout ce qui se retrouve dans cette autre zone, ce sont des vapeurs. Le point entre la courbe de saturation liquide et la courbe de saturation vapeur, c'est le point critique. C'est quoi le point critique? C'est le point au-dessus duquel le fluide frigorigène perd toutes ses caractéristiques. Généralement, ici, vous voyez le 134A, la pression, c'est de 40 et vous pouvez déterminer la température. On n'en est pas là. Mais je voulais juste vous montrer que lorsque vous faites une première délimitation comme ça, vous pouvez comprendre directement comment votre diagramme enthalpique fonctionne. On évolue ici les différentes courbes. Parce que vous voyez ici, il y a les courbes qui viennent comme ça, les courbes qui viennent comme ça, les courbes. C'est quoi les différentes courbes? Quel est leur rôle? Les différentes courbes, donc, vous voyez ici, on dit le diagramme enthalpique ou le diagramme pH. Pourquoi pH? Parce que c'est pression, enthalpie. Les pressions sont sur l'axe vertical et les enthalpies sur l'axe horizontal. Maintenant, les différentes courbes, la première, c'est l'isobar. C'est quoi l'isobar? L'isobar, ce sont les courbes de pression. On dit isobar parce que c'est à pression constante. La pression ne varie pas là-bas. On a donc les courbes qui sont tracées comme ça de manière horizontale seront toujours des isobars. Ça traverse tout le diagramme de gauche à droite, les isobars. Ensuite, on a des isothermes. Les isothermes, ce sont les courbes les plus compliquées de ce diagramme parce que ça se trace n'importe comment. Ce sont les courbes à température constante. Vous voyez? La température, lorsqu'on est dans la zone ici, liquide, ça descend de manière euh, euh, parallèle à la courbe, à l'axe de pression. Ça descend là. Lorsque ça touche la courbe de saturation liquide, ça revient tout droit, plutôt maintenant parallèle à la droite des enthalpies. Et lorsque on touche la courbe de saturation vapeur, ça descend plutôt de manière bizarre encore. Et donc, c'est ça que j'appelle souvent la courbe bizarre. C'est souvent ça qui est le plus difficile à expliquer. Ça, ce sont les isothermes, donc les courbes à température constante. Maintenant, les isochores, ce sont les courbes de volume, le volume spécifique et tout ça. On va laisser ça parce que ça va pas trop nous intéresser. Les isotitres. Isotitres, c'est quoi? C'est le titre de vapeur. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes dans une zone de mélange. À chaque fois, il faudrait qu'on sache quelle est la part de vapeur dans ce liquide-là. Vous l'aurez très bien compris que si c'est le titre de vapeur, ça veut dire qu'ici, lorsqu'on est sur la courbe complètement liquide, le titre à zéro. Si on évolue au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on touche la courbe ici de, de, de vapeur 100%, le titre est à 1. Donc, si le titre est divisé entre zéro et 1, on aura 0, on aura 10%, 20%, 30%, jusqu'à 100% qui représente 1, le titre de vapeur en fait. Si vous calculez, vous trouvez un titre de vapeur qui est de 2, il faudrait vous poser des questions. Maintenant, on va encore voir une autre courbe, les courbes des anthropes à entropie constante. Le plus souvent, c'est dans la compression qu'on retrouve cela. Maintenant qu'on a vu tout cela, quelles sont les trois courbes qui nous intéressent? Les isobars, parce que dans un cycle frigorifique, vous avez deux pressions, pression haute et pression basse.
Pression haute, vous mettez votre pression haute ici. La pression basse, vous mettez et vous tracez. Ça vous fait déjà deux courbes de délimitation. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin? Les températures. Donc, les isothermes. En quelque sorte, pour repérer les isothermes, vous allez toujours voir cette comme ça et comme ça. Voilà comment est-ce qu'on repère les isothermes. Et en dernier, l'enthalpie. Les courbes d'enthalpie, on ne les a pas tracées ici, mais ce sont les courbes qui vont venir tout droit comme ça, tout droit, de haut en bas. Et à chaque point, vous allez voir les enthalpies ici en bas. Donc, les enthalpies nous permettent de quoi? De mesurer la chaleur disponible au condenseur, la production frigorifique à l'évaporateur et aussi le travail du compresseur. Ceci étant, vous voyez que c'était facile, n'est-ce pas? On avance ici. Voilà donc la représentation simplifiée du diagramme enthalpique comme ça. On peut très bien voir que on commence sur le point 1. On voit que l'évaporation commence toujours avec un mélange liquide plus vapeur parce que c'est dans la courbe. Et dans la courbe, on a dit que ce sont des zones liquides plus vapeur ou plus gaz. Donc, de 1 à 2, c'est l'évaporation. Lorsqu'on sort de l'évaporateur, on a ce qu'on appelle une surchauffe de 2 à 3. Ça, c'est la surchauffe à l'évaporateur. C'est pour ça qu'ici, c'est le point qui vous permet de mesurer votre surchauffe. Entre 3 et 4, on a également, à la sortie de l'évaporateur, on a une ligne entre l'évaporateur et le compresseur. C'est ça qu'on appelle la surchauffe dans la ligne d'aspiration. À ne pas confondre avec la surchauffe à l'évaporateur. C'est pour ça qu'on trace un point 3 et un point 4. Entre 4 et 5, maintenant, on a ce qu'on appelle notre compression, oui. La compression ici. Et maintenant, entre 5 et 6, on entre déjà dans le condenseur. La première zone du condenseur, c'est ce qu'on appelle la désurchauffe. On refroidit un peu. Bon, on va faire le coup sur le condenseur plus tard et vous allez mieux comprendre. Entre 6 et 7, c'est la condensation proprement dite. Entre 7 et 8, c'est le sous-refroidissement. Entre 8 et 1, maintenant, c'est la détente. Voilà, en fait, ce qu'on appelle le diagramme enthalpique et la représentation simplifiée. Comme je vous disais, l'enthalpie va nous permettre de calculer l'énergie. On a ici une énergie disponible où production frigorifique. Quand on parle de production frigorifique, c'est à l'évaporateur. Au condenseur, c'est chaleur calorifique ou alors la chaleur évacuée. Après, au compresseur ici, c'est un travail de compression qu'on peut calculer toujours en faisant la différence d'enthalpie. Donc, l'enthalpie, c'est en kilojoules par kilogramme. Vous voyez déjà que quelle est la quantité d'énergie contenue dans un kilogramme de fluide? C'est ça l'enthalpie en fait. Et après, les pressions. Donc, si je veux lire par exemple la température de ce point-ci, je sais que les températures, les courbes de température ici viennent comme ça. Donc, je vais lire la température qui vient comme ça. Et si je vais lire pour ici la température qui vient comme ça, je vais couper ce point, je vais lire sa température. Si je vais lire la température, par exemple, à ce point-ci, je vais venir ici, voir cette courbe de température-là, et la lire. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que je vous ai dit la température, c'est la courbe la plus bizarre parce que ça vient de comme ça, et ça descend là. Prochainement, quand je vais vous expliquer le diagramme enthalpique, je suis sûr que vous ne serez plus perdu et que vous aurez de bonnes compréhensions. Parce que le diagramme que je travaille avec, c'est un diagramme simplifié, juste des courbes. Mais le seul élément que vous devez retenir, c'est la courbe de saturation à gauche, saturation liquide, à droite, saturation vapeur, au milieu, mélange plus liquide. Les courbes qui sont horizontales, qui passent comme ça à l'horizontale, sont les droites de pression. Les droites qui passent à la verticale sont les droites d'enthalpie. La température, elle est un peu plus bizarre, elle descend, elle part tout droit et après elle coupe comme ça. Voilà tout ce qu'il y a à retenir sur le diagramme enthalpique. Et en conclusion, le diagramme enthalpique, c'est le diagramme dans lequel on trace l'évolution du cycle frigorifique. Le plus souvent, on trace l'évolution du cycle frigorifique réel. Pas réel en fait, théorique. Théorique, pourquoi? Parce que les courbes droites comme ça, bien arrangées là, on suppose qu'il n'y a pas de perte de charge ni de perte de pression. Or, dans un circuit réel, il y a les légères pertes de pression. Mais si je trace ça ici, ça va beaucoup vous perdre. Donc, on reste dans un circuit idéal. Donc, voilà pourquoi on va toujours travailler avec ce diagramme-ci et ce cycle idéal. C'était le diagramme enthalpique et c'était le docteur VRV. N'oubliez pas, on a les étudiants sur la page et il est question également pour nous de leur montrer que on ne travaille pas sur le chantier uniquement en l'air, on travaille avec des bases et des références. Et notre référence, c'est quoi? Le diagramme enthalpique en ce qui concerne les fluides frigorigènes et le diagramme chrométrique en ce qui concerne l'évolution de l'air. Il est question pour nous de leur montrer que on part de quelque chose pour arriver au résultat qu'on a. On ne part pas de zéro, on ne touche pas des tuyaux pour dire c'est froid, c'est chaud et c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, on a un diagramme dans la tête et on essaie à chaque fois d'essayer de dire est-ce que le système que je suis en face correspond à ce que je connais dans le diagramme enthalpique. Je voulais pas être long et je suis pas long. Donc, les gars, n'oubliez pas, comme d'habitude, posez un pouce, like, partage, agrandissons la communauté, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me coûte mon temps. Donc, je vous aime. On fait comme ça. À plus, les amis. N'oubliez pas, seul on est fort, ensemble on est invincible. Partagez ce que vous faites au chantier et
édifier la communauté sur vos installations. C'est important pour nous d'avoir ce retour d'expérience-là. Ciao.